Bonjour et bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, nous allons parler de la signature électronique avancée. Si c'est la première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, je m'appelle Jourou Christian et je suis coach, consultant et formateur juridique en blockchain, mais surtout en contrat intelligent. Aujourd'hui donc, notre objectif principal sera de comprendre la signature électronique appelée signature électronique avancée. Et nous commençons par une définition. Une signature électronique avancée est une signature qui remplit 4 conditions. Première condition, être liée de manière univoque au signataire. Deuxième condition, permettre d'identifier le signataire. Troisième condition, avoir été créé à l'aide des données de création de signature électronique que le signateur peut, avec un minimum de confiance élevé, utilisé sous son contrôle exclusif. Et la dernière condition, c'est être lié aux données associées à cette signature, de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. Quelques explications que je juge importantes. La première de ces explications, c'est le fait que toute signature est liée à un moyen d'identification. Rappelons d'entrée de jeu que le signataire manuscrit, donc qui utilise du papier et un bic ou un stylo, est réputé être présent lorsqu'il doit apposer une signature à un document, etc. Lorsque nous nous référons à la blockchain, nous pouvons retrouver certaines conditions, sinon la presque totalité des conditions précitées ci haut, et qui nous permettent de définir ce qu'est une signature avancée. La première des choses que nous faisons, c'est que nous installons librement un wallet, à l'exemple de MetaMask, dont la clé publique est unique et par laquelle la machine virtuelle, par exemple de Ethereum, nous identifie de manière univoque. Ensuite, nous nous rappelons bien que si nous perdons par exemple la clé privée qui nous permet de signer les transactions, alors nous n'avons plus accès au wallet et donc le signataire a un contrôle exclusif de sa clé privée et donc de son wallet. Et enfin, toute modification des données ou tout simplement manipulation des données au sein de la blockchain ne peut se faire une fois que la transaction a été validée au sein de la blockchain. Le désir de modifier ou de manipuler une donnée déjà validée dans une blockchain, surtout publique, suppose d'avoir accès à toutes les bases de données décentralisées de cette blockchain et de les modifier ensemble. Donc, toute modification sera tôt ou tard détectée. Alors, il y a tout de même une condition difficilement accessible qui vient du fait qu'il demeure pour le moment difficile et parfois impossible d'identifier avec certitude le signataire. Donc, l'identité peut parfois être pseudonyme. Par exemple, en utilisant MetaMask, nous aurons une suite alphanumérique. Ou alors, l'identité peut être complètement anonyme. Un exemple, Monero ou Bitcoin dans certains cas. Donc, ceci réduit drastiquement les chances d'identifier la personne derrière l'adresse du wallet. Alors, face à cette condition difficile citée plus haut, eh bien, nous voyons au moins l'existence d'un risque du point de vue juridique. Comme dans l'exemple précédent, qui concernait la signature électronique simple sur blockchain, nous pouvons à nouveau citer la jurisprudence de la Cour d'appel de Rouen de 2018, qui fait qu'en l'état actuel de la législation, seul ou presque seul fait loi une signature électronique qualifiée et donc avec une identité vérifiée avec certitude. Mais j'aurais tendance à dire dans un premier temps qu'il demeure juridiquement dangereux de faire usage d'une signature électronique blockchain avancée. Et quand je dis blockchain,
Je parle dans le sens d'une blockchain publique. Cependant, et je tiens à le rappeler, étant donné qu'il sera tout aussi difficile, voire impossible de manipuler les données de transaction au sein des blockchains publiques, je pense avec réserve, mais avec une certaine forme de certitude que dans le cas d'une transaction blockchain, il sera plus facile de démontrer devant la Cour que d'une part, les données de transaction n'ont subi aucune modification et donc manipulation, et d'autre part, qu'il demeure impossible en l'état actuel de l'éducation de laisser l'utilisateur lambda coder et déployer techniquement un wallet. Par contre, dans le cas par exemple du wallet de MetaMask, à sa création, un message prévient à l'utilisateur qu'il est lui seul responsable de la protection de sa clé privée. Donc ici, le PSAN, ou intermédiaire chargé de réaliser une prestation de conservation de clés cryptographiques privées, permettant par exemple d'avoir accès à des crypto-monnaies, ne peut se porter garant de facto de la clé privée car la création d'un wallet est réputée se faire en privé et loin des regards indiscrets, mais peut de jure se faire si l'usager, si le client ou bien l'utilisateur décide de révéler sa clé privée au PSAN après, par exemple, signature d'une convention stipulant que le prestataire gérera la clé privée au nom de l'usager, au nom de l'utilisateur, au nom du client. Ceci me permet de faire une courte conclusion. Le recours à une blockchain publique pour réaliser une signature électronique ayant une nature avancée pourrait a priori être impossible de jure, principalement parce qu'il demeure difficile de prouver l'identité de son propriétaire. Et si nous nous référons à EIDAS, parce que l'utilisateur peut à tout moment perdre le contrôle de son wallet. Par exemple, prenons MetaMask. Si un jour un développeur ou un groupe de développeurs décide unanimement de bloquer l'accès à l'application, eh bien, vu que l'utilisateur n'a pas la même mise sur le développement du wallet, selon EIDAS, cela permet avec certitude d'affirmer que les signatures électroniques qui sortiront de MetaMask n'ont pas une nature de signature électronique avancée. Donc, c'est pour cela que EIDAS suppose toujours une centralité quant à la responsabilité d'un tiers de confiance gérant la clé privée de l'usager. Mais encore, cela est, à mon avis, une mauvaise interprétation de la loi en rapport avec la nature décentralisée et auto-responsabilisante de l'univers blockchain. Ceci signe la fin de cette courte présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je mettrai les liens de mes ressources en description. N'hésitez pas à poser des questions directement en commentaire ou en m'écrivant sur christian@dipfab.com. Si vous voulez vous former à la blockchain et surtout à la compréhension du contrat intelligent d'un point de vue juridique, alors vous trouverez sur notre site www.dipfab.com à la fois des ressources gratuites et des ressources payantes. Et moi je vous dis à mardi pour une nouvelle présentation.